Carlos, merci de nous recevoir aujourd'hui. Oui, c'est chez moi, c'est en fait, vous ne voyez pas d'où vous êtes, mais c'est mon appartement privé. C'est le café. Le café du Vaudeville. D'accord. Le Vaudeville étant un théâtre qui était relativement connu, donc qui est devenu une boîte de nuit, et puis qui maintenant est de nouveau du théâtre. Enfin, de nouveau propose des scènes de théâtre, de concerts, de spectacles. Donc c'est un endroit où je suis déjà venu et je pense que je reviendrai. D'accord, donc tu te produis souvent Souvent, mais je me suis déjà pas. D'accord. Donc à Bruxelles, hein, on est bien À d'accord. Bruxelles, oui, à Bruxelles. On est à Bruxelles. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Donc toi tu es très connu ici en Belgique, hein, mais... Qu'est-ce que ça alors, disons qu'au niveau... D'abord en Belgique, il n'y a pas vraiment de grandes stars, hein, puisqu'il y a deux... je dirais, tu as d'un côté les francophones, d'un côté les néerlandophones. Donc c'est vrai que j'ai fait 9 ans de télévision en Belgique, donc je suis un petit peu populaire du côté francophone, mais ça ne représente pas non plus des millions de personnes. Donc je suis espagnol de nationalité, mon papa et ma maman étant espagnols aussi. Je suis né en Espagne dans un petit village qui s'appelle Caguayes de Abajo, 700 mètres d'altitude. À l'âge de 1 an, je suis arrivé ici parce que j'étais décidé de changer ma vie. Donc j'ai pris mon papa et ma maman et mon frère par la main, donc j'avais 3 mains. Et à partir de ce moment-là, j'ai grandi en Belgique. J'ai fait mes études en Belgique, je voulais être prof de gym en réalité. J'ai toujours consacré ma vie au sport et aux arts martiaux, parce que j'ai commencé les arts martiaux, j'avais à peu près 13 ans, 13 ans et demi. Et puis la magie est rentrée dans ma vie grâce à une rencontre. Il y a un endroit assez exceptionnel à Bruxelles qui s'appelle Greenwich, où tous les samedis il y avait des tas de magiciens de grands talents qui se réunissaient. Des gens comme Bob Allen, Giovanni Suarez, il y avait Christian Schellman, il y avait Vincent Dubinier, il y en avait Bardepou, il y en avait plein, des gens d'un certain niveau. Je suis arrivé là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Je suis tombé en amour. T'avais quel âge là? J'avais 17 ans et demi à peu près, j'ai commencé relativement tard. Je me suis acheté un gros paillot, Ilia, des cas extraordinaires, qui au jour d'aujourd'hui a des merveilles. Moi je fais des tours, j'ai bien sûr modifié, adapté, qui illusionnent des gens comme Jeff McBride par exemple, Leonard Green, avec des tours qui viennent de ce livre, Brain Magic, donc c'est un livre exceptionnel à tous les points de vue, au niveau théorique aussi, au niveau culturel et au niveau pratique. Donc voilà, je suis rentré en amour avec l'illusion, j'ai acheté ce bouquin, pendant 2 mois les films ne comptaient plus rien ne comptait que la magie, J'ai bossé comme un fou, et petit à petit je suis rentré dans ce milieu qui était le Greenwich, qui n'était pas de magie, ordinaire, un petit peu, on va dire, différent des autres. Après 4 ans, je suis devenu professionnel. Donc à 21 ans, j'étais le premier professionnel en Belgique à vivre exclusivement à l'époque de la magie de proximité. Le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui était, à l'époque en tout cas, le plus grand metteur en scène en Belgique, de théâtre, qui s'appelait Bernard de Coster, qui cherchait un comédien qui pouvait faire de la magie, il n'a pas trouvé, donc il a trouvé un magicien qui pouvait peut-être jouer la comédie. Et donc ma carrière a débuté bizarrement à la fois internationalement en travaillant, en faisant mon premier salon international à Munich, pour Minolta, et au théâtre. Pas au théâtre Royal Gallery, au théâtre du Palais de Beaux-Arts. Donc j'ai fait 2 saisons là-bas, et la magie en fait est rentrée dans ma vie de manière... je ne l'ai pas décidé en fait, j'ai tellement eu de contrats, tellement le bouche à oreille a fonctionné, j'ai dû quitter mes études pour me lancer professionnellement. Ouais, donc justement tu as un parcours atypique, tu te définis comment là? Plutôt magicien, comédien Non, moi je crois que je suis un touche-à-tout artistique. Pour moi, la richesse d'un artiste, c'est vraiment aller dans différents domaines, différents endroits, prendre ce qu'il y a de mieux. Je pense que j'ai pas vraiment de formation de comédien à la base, même si j'ai travaillé professionnellement comme comédien. Ma formation en tant que créateur de diffusion, parce que c'est un terme que moi j'ai toujours aimé utiliser, c'est un peu à la fois autodidacte et aussi en rencontrant plein de monde, net. Et puis j'ai touché au nid, j'ai touché à beaucoup de choses, mais voilà, je crois qu'il faut... J'ai beaucoup d'admiration pour des gens comme Juan Tamaris, qui pour moi est un monstre sacré, un génie, certainement un des plus grands génies que le monde contemporain connaît, mais c'est un vrai passionné, il ne fait que ça, presque 24 heures sur 24. Moi je ne me sens pas capable de faire que ça, 24 heures sur 24. J'ai besoin de faire d'autres choses, j'ai besoin de me nourrir avec l'écriture, avec la lecture, avec la méditation, avec...
as créé cette branche qu'on appelle magie promotionnelle, enfin en tout cas en Europe, parce que... Oh, ce serait quand même prétentieux de dire ça. Non, alors aux États-Unis, cette magie-là existait depuis longtemps. Moi, naturellement, sans avoir lu aucun livre sur l'animation promotionnelle, sur la magie promotionnelle en tout cas, naturellement, à 21 ans, j'ai commencé avec par un concours de circonstances avec Minolta. À l'époque, le slogan était Minolta works like magic, donc Minolta travaille comme par magie. Il sortait un photocopieur qui agrandissait et réduisait 467 fois, et donc j'ai trouvé des idées qui mettaient en valeur en fait le produit. Voilà, donc ça n'a pas été, je dirais, réfléchi, c'était comme ça. Petit à petit, j'ai acquis une expérience dans le domaine. J'ai fait beaucoup de salons en Europe, mais même au Japon, et en Chine, pardon, à Pékin, etc. Et petit à petit, forcément, j'en ai recueilli une expérience que j'ai voulu à un moment donné transmettre aux autres. Pourquoi? Parce que vivre de la magie de proximité, comme je le faisais à l'époque, maintenant je fais de la scène aussi, donc ça s'élargit, mais à l'époque je ne faisais que de la magie de proximité, c'est difficile, parce qu'il n'y a que le travail au sein des sociétés, en table à table, en groupe à groupe, durant des apéritifs, mais le salon international permettait de facilement vivre bien, de gagner bien sa vie. En faisant 4 ou 5 salons par an, on n'avait plus besoin de travailler, c'était suffisant. Donc je me suis dit, si moi j'ai quelques difficultés à trouver des contrats pour faire des spectacles, peut-être que c'est une porte qu'on peut proposer à d'autres créateurs d'illusions, d'autres magiciens, pour se dire, tiens, ça c'est ce qu'on appelle le côté alimentaire, c'est-à-dire je gagne de l'argent avec ça, c'est pas, il y a un côté artistique aussi, mais c'est plutôt de l'alimentaire, et l'alimentaire va me permettre de perdre de l'argent avec l'artistique. Parce que c'est vrai qu'il faut une balance entre les deux, il faut essayer de gagner sa vie d'un côté et puis essayer d'investir sur l'artistique en perdant de l'argent, bien sûr. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la magie promotionnelle? Je pourrais lire le bouquin, mais j'ai brièvement, je sais. Brièvement, je dirais qu'il y a plusieurs principes. Premier principe, il y a ce qu'on appelle le clin d'œil promotionnel. Donc durant une soirée, il y a différents sponsors par exemple, et nous sommes, imaginons que la marque X fait appel à mes services, et moi en allant de table en table, eh bien, je vais faire un petit clin d'œil promotionnel pour ce sponsor qui finalement me permet d'être là et de gagner ma vie. Donc je vais créer un petit clin d'œil qui sera une sorte de carte ambitieuse avec, en réunissant le logo de la société représentée et la signature par exemple d'une des personnes. Et en faisant du table à table, je vais créer cette routine à plusieurs reprises et à chaque fois offrir ce petit cadeau qui est cette carte magique, on va dire, où la carte est perdue au milieu de la concurrence puis remonte avant les autres. À un moment donné, bien, toutes les cartes se multiplient avec des signatures, le logo, et puis finalement on l'offre aux spectateurs. Ça devient une sorte de souvenir mémoriel que souvent les personnes gardent en poche. Ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée de faire des cartes personnalisées avec mon visage, parce que je me rendais compte que je croisais quelqu'un 10 ans après, il me sortait une carte avec sa signature et le logo d'une société. Je me dis, tiens, pourquoi ne pas associer ça avec mon visage? Donc j'ai des cartes avec mon nom, mon prénom, mais sans numéro de téléphone. Donc c'est une carte, on va dire, plutôt souvenir que plutôt réellement promotionnelle pour moi. Alors l'animation promotionnelle, je dirais, passe par 3 étapes. La première étape, c'est attirer en fait les spectateurs potentiels, les clients potentiels vers une scène qui se trouve bien sûr dans un salon international, mais qui se trouve sur un stand pour présenter. Une fois qu'on a 20, 30, 40, 50 spectateurs autour de nous, là on va créer un pont. Le pont, ça va être le premier contact visuel auditif avec le nom de la société et la société représentée. Et la troisième étape, ce sera tout ce qui suivra sera de l'animation promotionnelle. Donc on va utiliser notre créativité pour mettre en valeur une argumentation publicitaire, pour mettre en valeur les différentes qualités d'un produit ou de plusieurs produits. Je dirais qu'il y a une quatrième étape qui pourrait être la suivante, qui serait d'offrir à ses clients potentiels un petit tour de magie promotionnel, où les gens vont le voir, ne vont rien comprendre, vont recevoir avec une petite notice explicative en français ou en anglais ou en néerlandais, etc. Et les gens vont aller au bureau, au café, au bar, et disent tiens, j'ai montré un truc. Et sur le truc, on voit le produit X qui est présenté, ça fait une sorte de publicité indirecte. Ce qui est très important dans l'animation promotionnelle, c'est pas d'être le meilleur magicien du monde. À la limite, le client n'en a rien à faire de savoir si c'est toi le créateur des tours, si tu as copié des tours, si tu as gagné un premier prix mondial. Non, lui ce qui l'importe, c'est que tu puisses véhiculer son message. Donc il faut une sorte d'équilibre entre le talent de créateur d'illusion et surtout
ton talent de vendeur. Le plus important, ça va être ton talent de communicateur, de vendeur. D'être capable qu'à la fin de ta démonstration promotionnelle, les gens repartent avec un souvenir mémorable en se disant j'ai été sur le stand X, j'ai vu un mec extraordinaire, comment il s'appelle? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas le produit X, ça je m'en souviens. Pour moi c'est gagné. Donc parfois il faut savoir s'effacer un petit peu pour mettre le produit en avant. Maintenant quand on est un peu plus populaire, qu'on est un peu connu et qu'on a ces deux images qui s'incrustent, c'est encore plus fort bien sûr parce que alors c'est plus facile pour un public de mémoriser quelqu'un qu'il connaît, puisque forcément il le connaît déjà, donc il va se mémoriser de manière encore plus facilement, de manière plus simple, le produit. Voilà en bref, mais il y a aussi ce qu'on appelle les conférences de presse, où on va présenter par exemple à la presse ou aux forces de vente un produit. Il y a les méga illusions, on va dire, où on va faire disparaître une Mercedes SLK pour la faire réapparaître dans un Boeing 737 comme j'ai eu l'occasion de le faire. Bref, c'est un domaine très très vaste, c'est un domaine qui est très intéressant au niveau de la créativité, qui est très difficile, très dur au niveau des salons internationaux, parce qu'à un moment donné, à l'époque quand j'ai commencé, moi je faisais 9 heures par jour, à raison de 3-4 spectacles par heure, donc c'était énorme. Maintenant je fais plus de 6 heures par jour au maximum, et la difficulté c'est de ne pas tomber dans l'automatisme. C'est-à-dire c'est à chaque fois c'est de redonner de l'énergie, de donner l'illusion au spectateur que ce que tu dis, tu le dis pour la première fois. Mais c'est pareil quand je travaillais au Théâtre des Galeries, hein, je fais 62 représentations tous les jours sur le lundi. C'est vrai qu'on a tendance parfois à tomber dans un automatisme, et là je pense que c'est une erreur. Également des spectacles, donc tu vas nous en parler, tu as toujours... Bien sûr. Alors j'ai un spectacle qui s'appelle Démons et Merveilles avec lequel j'ai fait une tournée belge francophone. J'ai fait 5500 spectateurs en 12 dates, on ne sait plus exactement, dans tous les grands théâtres. Des théâtres comme le Grand Théâtre de Verviers qui fait 900 personnes, le Laura de Liège, enfin bref. Pour moi, un spectacle, c'est pas simplement du divertissement. Pour moi, un spectacle, c'est transmettre des vérités. Donc, dans mon spectacle, je joue et j'interprète différents personnages. Avec un personnage qui est un vieux monsieur, qui est peut-être moi dans quelques années, qui va parler de la mort, de l'amour, de l'amitié. Donc, des choses qui me touchent. Ce que j'ai envie, moi, c'est à la fin du spectacle, c'est que les gens repartent. C'est très prétentieux ou ambitieux ce que je veux dire, mais repartent transformés de l'intérieur. Quand je vais parler de la mort, quand je vais parler de l'amour, de l'amitié, si je peux toucher les gens, et si les gens se posent des questions sur eux-mêmes, alors j'ai gagné mon pari. Avoir un spectacle uniquement, exclusivement de divertissement ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est avoir une alternance de moments, on va dire, dramatiques, poético-dramatiques, parce que j'adore la poésie, des moments, je dirais, intenses, des moments plus légers. Il ne faut pas faire que de l'intense, que du dramatique. Si on peut les faire rire, tant mieux. Moi, je pense que j'arrive de temps en temps à les faire sourire. Je ne suis pas à la base un humoriste, mais ce serait une valeur ajoutée fantastique si je reste à l'envers. Donc la magie, c'est avant tout un moyen de communiquer, pas une fin en soi. Non, la magie c'est un prétexte. La magie pour moi c'est un prétexte pour faire du bien autour de moi. La véritable magie c'est pour moi, et je le dis à la fin de mon spectacle, puisque je termine toujours par du mentalisme dans mon spectacle, à la fin je dis peut-être que la magie existe réellement, peut-être qu'elle n'existe pas. Le plus important c'est pas se poser la question si elle existe ou si elle n'existe pas. Le plus important c'est pendant un moment qu'on a vécu ensemble, tous vos petits soucis de la vie quotidienne ont disparu. Et ça, c'est peut-être la véritable magie. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est que les gens, quand je croise des gens dans la rue qui disent Monsieur Becerra, vous nous faites un bien fou, moi je suis l'homme le plus heureux du monde. Vraiment. Parce que ça veut dire que je fais du bien autour de moi. Et je crois qu'on a tous, on vient tous ici sur cette terre avec un pouvoir. Certains ont le pouvoir de guérir, d'autres ont le pouvoir de faire sourire, le pouvoir de soulager, le pouvoir... Moi j'espère avec la magie faire du bien autour de moi, d'avoir ce pouvoir de leur faire oublier le temps du spectacle, la lourdeur, la pesanteur de la vie humaine. Le spectacle Démons et Merveilles, ça fait un petit moment que tu l'as créé, non? Je l'ai créé en 2002, si mes souvenirs sont bons, parce que moi les dates c'était arrivé.
Pour moi, le temps n'a pas d'importance. Non, non. Donc je ne peux pas te dire exactement les 2002 Et là, tu es programmé en France, est-ce qu'on peut te voir en France? Non, je l'ai joué. En fait, j'ai jamais joué en France. J'ai joué au théâtre Place de Grâce à Monaco, c'est pas vraiment la France. Je n'ai jamais joué en entier en France. J'ai fait le théâtre du gymnase avec des mondes d'or, mais j'ai fait plutôt des torsions péto, j'ai pas vraiment fait. Donc je n'ai jamais joué en entier dans un théâtre en France. Et l'influence un petit peu que tu as donc en magie, donc on retrouve dans tes spectacles évidemment. Tu es sur quel créneau? On va dire plutôt la plastification, plutôt la grande illusion? Ah non, alors je ne suis pas fanatique du tout de la grande illusion. À une exception près, mes amis Jung, les Espagnols, qui sont à mon sens les seuls à pouvoir créer une dramaturgie dans la grande illusion. Pour moi, la grande illusion, c'est, dans la grande majorité des cas, c'est un casse-tête. Une jolie femme, il y a des jeux de mots, on la regarde, elle rentre dans une boîte, elle sourit. On la coupe en quatre, on recompose la boîte, elle sort et elle sourit. Pourquoi elle est rentrée dans la boîte? Pourquoi est-ce qu'elle sourit? Pourquoi est-ce qu'elle sourit quand on sait qu'on va lui faire mal? Pourquoi est-ce qu'elle sourit? Parce que quand elle sort de la boîte... Enfin bref, pour moi, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas de scénographie réelle. Enfin, si, il y a de la scénographie, mais il n'y a pas de dramaturgie. On va dire ça comme ça. Mis à part Jung, où réellement, il y a réellement une émotion qui crée, où il y a une intensité, où on est vraiment déstabilisé, dérangé, où il y a une histoire. Là, je suis pour ce genre de grandes illusions. Mais dans la majorité des cas, tout ce que j'ai eu l'occasion de voir, même des très belles illusions, je dis oui, voilà. C'est comme montrer un tour pour montrer un tour. Non. Pour moi, la force des mots, c'est, comme je disais, un joker, ça peut être un fou au cœur sensible. Une carte à jouer peut être une pensée, positive ou négative. Si on peut ajouter, il y a 3 textes dans la magie. Hein. Voilà, si on reprend le livre, par exemple, de Durati, Magie pour rire, qui est un très chouette livre, il en parle. Il y a le texte supplémentaire, le texte complémentaire et le texte en contre-pied. Alors, lui donne l'exemple du magicien qui prend un verre et un foulard. Il dit voilà, je prends un verre et un foulard. C'est ce qu'on appelle le texte supplémentaire, ça n'apporte rien, on le voit. Donc il faut éviter ce genre de texte. Maintenant, si on prend le verre et le foulard, et que le type met le foulard à l'intérieur et dit tiens, un verre à soi. On est déjà dans un degré, dans une plus-value intéressante. Le texte en contre-pied, ça pourrait être... L'idée générale serait de méditer sur une vérité de façon qu'elle puisse être comprise à fond et profondément gravée dans la conscience. Ce qui ne veut rien dire, mais on part dans du surréalisme, on part dans... Et ça ajoute aussi quelque chose, soit d'un comédie de situation, soit etc. Donc pour moi, évitons dans nos créations d'illusions d'utiliser ce qu'on appelle le texte supplémentaire. Parfois, oui, on est obligé, pour récapituler une action initiale. Hein, si on utilise la théorie d'Ascanio, on a la parenthèse d'oubli, on a la parenthèse anti-contraste qu'il faut éviter. Donc, on rappelle, la parenthèse anti-contraste, on a une action initiale, on a un effet magique, et on a effectivement au moins un conflit, et on a effectivement la solution du conflit. Hein. Entre le moment A et le moment C, s'il y a un long laps de temps, et que je dis vous souvenez de votre carte, le spectateur risque de faire c'était pas encore ma carte. Donc il faut récapituler. Et là, bien sûr, en récapitulant, il faut parfois et souvent utiliser ce qu'on appelle le texte supplémentaire. Vous vous souvenez, vous avez mélangé le jeu, vous l'avez posé vous-même sur la table, je ne l'ai pas touché, vous avez coupé 2 fois le jeu, vous l'avez recomposé. Et à ce moment-là, et tac, 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 là oui, on peut le faire. Et sinon, voilà, essayons de travailler sur des moments poétiques, des moments qui ajoutent quelque chose en plus que simplement un simple, bête tour. Et donc dans ce spectacle, ton influence, on va dire, Mais je crois que la personne qui m'a le plus influencé aujourd'hui, c'est Ascanio, Ascanio et Malas. Ma première révélation théorique et philosophique, c'était lui. C'était Magie d'Ascanio. Tu as travaillé avec lui, enfin, tu as été son élève. Moi, j'ai pas été son élève réellement, ça a été un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'ai découvert son livre et toutes ces magnifiques théories d'action transitive, de parenthèse du la magie, enfin, l'action vivante, etc. Et pour moi, ça m'a ouvert un champ extraordinaire dans la compréhension de ce que je faisais. Peut-être même instinctivement, je le faisais naturellement, mais sans avoir vraiment réfléchi. Lui a mis des mots sur des choses existantes.
le hasard de la vie a fait que, si le hasard existe, a fait qu'il est venu en Belgique et pendant 3 jours je me suis occupé de lui. Et donc presque 24 heures sur 24 on était ensemble et il s'est passé quelque chose. Et puis il m'a invité à Madrid, à l'Escorial, qui est donc une école magique où c'est pas des professeurs, on s'échange des idées, on travaille pendant une année sur des thèmes, et on se voit, on est 38 à peu près dans le monde à faire partie de cette école, et j'étais invité là-bas dans les années 80, fin des années 80. Et de fil en aiguille, un jour Arturo m'a dit, bah, écoute, voilà, tu fais partie de ma famille, tu es un de mes fils spirituels. Donc voilà, donc avec Roberto Giorgi, Aurelio Pagliato, Pedro Lacerda, moi-même et encore un autre, j'étais un des fils spirituels d'Ascanio, donc pour moi c'était un maître, c'est pas un professeur. La différence entre un maître et un professeur, c'est que le maître va prendre ta personnalité et va développer ta qualité. Le professeur va t'enseigner à être ce qu'il est, avec ses défauts. Tu vas devenir une copie conforme de ce qu'il est. Le professeur n'est pas intéressant, le maître est... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Ascanio dans la vie de tous les jours, enfin... Arturo était quelqu'un qui avait une culture, une passion, une compréhension. Enfin, pour moi, ça a été le plus, en tout cas, un des plus grands praticiens et théoriciens que la magie ait jamais connu. Il avait une sensibilité à fleur de peau. Donc là où il était le meilleur, c'est quand on était en petit comité. On était 3, 4 chez lui par exemple. Il commençait à effectivement montrer des choses avec amour, parce que la magie passe par de l'amour, il faut aimer les autres. Si on n'aime pas les autres, alors comment pouvoir transmettre cette émotion? Et Arturo était quelqu'un qui, lorsqu'il était dans un petit comité avec des gens qu'il aimait, était au summum de sa valeur artistique. Donc c'était incroyable. Je veux dire, ce qu'il arrivait à faire avec les cartes à jouer était incroyable. Moi je n'ai connu que sa partie, que c'était l'époque de sa vie où il était dans la cartomagie. J'ai découvert après, bon bien sûr, j'ai découvert la magie des couteaux, navajas, des canifs. En espagnol, voilà, Navajas, qui a été son premier livre qu'il a écrit, je crois qu'il avait 24 ans, et il a écrit ça en quelques mois, un livre d'une profondeur extraordinaire. C'est certainement, à ma connaissance, le meilleur livre sur le canif. Et puis je l'ai découvert en faisant des pièces, par vidéo interposée. Et Ascanio en pièces était exceptionnel. Il avait cette naturalité, il avait cette aisance, cette désinvolture. Donc, il savait tout faire en fait. C'est comme Juan Tamariz, puisque c'était un peu, ils avaient un peu aussi une sorte de relation, pas père et fils, mais frère. Oui. Et comme Bernard Luis, qui était le frère aussi d'Ascanio, entre guillemets. On parle de frère spirituel, bien sûr. Juan est quelqu'un qui sait tout sur tout. La plupart d'entre nous, on l'a jamais vu faire les dés à coudre. Un jour, Raphaël Benatar était en train d'étudier les dés, et Raphaël dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, et puis Juan a pris les dés, il lui a montré 18 passes différentes. Et Raphaël n'avait jamais vu, enfin, moi je ne l'ai jamais vu faire des dés. Et donc, il sait tout sur tout, mais il sait plus que ce qu'il montre. Il est incroyable. Donc Ascanio était quelqu'un de très paternel, de très sensible, qui avait une culture générale énorme, qui aimait la littérature, qui aimait la poésie, et qui, lors de toutes ces rencontres, donnait l'envie d'aller plus loin dans ces différents domaines. J'ai eu le bonheur de préfacer les Jours Noirs, qui est une simple routine d'Ascanio. C'est une pure merveille. C'est une pure merveille à tous les niveaux, au niveau psychologique, au niveau théorique, au niveau poétique, au niveau culturel. Bref, il me manque. Il y a une école, on peut dire qu'il y a une école espagnole, parce que c'est vrai. Hein, bien sûr. Donc, il y a l'école magique de Madrid, de toute manière. Oui, et toi, tu es très influencé par cette école. Bien sûr. Et, comment tu peux... Alors, je vais plutôt parler pour les Français, si ça ne te dérange pas. Comment tu peux confronter un petit peu l'école française et l'école espagnole, où c'est vrai que quand on va en Espagne, on a l'impression que tout le monde fait du tamaris en fait.
ils font tous le violon, ils font tous ça c'est rigolo, mais en même temps ça donne un charme vraiment... Ça je crois que c'est ta vue, hein, je crois que c'est ton opinion, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand tu vois, quand tu vas là-bas, tu vois des gens comme Rafael Benatar par exemple, qui ne fait pas du tamaris. Hein. Tu as Miguel Gomez, qui est un des plus grands techniciens au monde. Gabriel Moreno, lui c'est un monstre. Je crois que dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui a sa technique de roca. Et c'est pas du tout une influence du tamaris, c'est plutôt une influence ascanienne. Donc c'est très suave, très lent, très clair. On touche à peine, on effleure les cartes. Les cartes ne sont pas les cartes sont vivantes dans les mains. Donc c'est cette magie-là, pour moi, qui s'agit. Très épuré, hein. Voilà, très épuré. Pour moi, c'est ça la magie espagnole. Le toucher espagnol, c'est ça. Plus que le violon, etc. Oui, c'est un petit cadeau, c'est un cadeau. Parce que justement en France, je sais pas, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un petit peu de la magie en France, comment elle se développe à son avis. Alors il y a de grandes personnalités en France. Il y a des gens, mon frère de sang, qui est Jean-Pierre Valarino, pour qui j'ai un profond respect et énormément d'affection. Il y a Bébel qui est certainement le plus grand technicien en Europe, c'est au monde. Bernard Billis, qui est un grand monsieur, David Stone. Enfin bref, il y en a plein. J'en oublie Daniel Rod. Je vais quand même parler de Daniel Rod parce qu'il a vraiment ouvert aussi une porte sur la poésie, sur la magie, sur l'imaginaire, avec une profonde théorie sur la magie des cartes aussi. Des gens qui ont fait du bien grâce à Imagique aussi, parce qu'ils ont quand même créé un magazine de qualité qui donnait envie d'aller plus loin, qui est une motivation psychologique pour aller plus loin. Donc rien qu'en parlant de ces personnages-là, on voit des mondes différents. Il n'y a pas une magie française. Maintenant, quand on va parler de la magie en général française, j'ai l'impression qu'elle a une influence, une trop grande influence américaine. C'est-à-dire que les Français veulent faire de l'américain. Et pour moi, l'américain, c'est superficiel, c'est faux, c'est pas une magie que j'aime. Moi, j'aime une magie qui est posée, qui est douce, qui n'est pas agressive, qui est respectueuse, chose qu'on retrouve à bon sens dans la magie espagnole. Ils sont moins influencés par l'aspect, on va dire, la magie en France en tout cas s'est développée très vite ces 10 dernières années avec Internet, notamment. Ils sont moins influencés peut-être en Espagne parce que c'est peut-être plus posé, c'est peut-être plus structuré là-bas. En France, on a l'impression qu'il y a plein de gens qui commencent la magie, mais sans vraiment aller très loin au niveau culturel, au niveau théorie. Alors, moi je pense que malheureusement, le problème c'est que moi quand je suis en Espagne, je ne fréquente que ce qu'on appelle l'élite de la cartomagie espagnole. Donc l'élite, ce sont tous des gens qui ont une culture incroyable, qui sont des dévoreurs de livres, qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent la construction de routine, qui connaissent les effets, les temps morts, les temps faibles, les temps forts, les temps faibles. Et puis effectivement, il y a toute une gamme de magiciens espagnols qui ne lisent pas beaucoup. Preuve, mon éditrice en Espagne, qui est Lola, de l'édition Partinas, qui me dit, écoute, regarde, les livres ne se vendent pas. Ah oui. Et pourtant, c'est des livres de grande qualité, des traductions de grandes personnalités magiques. Donc je crois que au jour d'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'ère du zapping, où tout doit aller très vite. Les gens ne lisent plus, les gens achètent des DVD et voilà, alors recopient ce qu'ils ont en face d'eux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne effectivement une nouvelle génération qui est douée techniquement. Donc, au niveau manipulatif, ils font des choses incroyables. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de présentation. On n'est pas dans l'atmosphère magique. Parce qu'elle nous disait que l'atmosphère magique ne pouvait exister que si le spectateur n'a aucune idée de ce que le magicien utilise comme technique pour créer l'effet qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui est très dur dans notre métier. Ce qui est difficile dans notre métier, c'est que si tu fais un tour, tu fais disparaître une carte, tu la trouves dans ta poche. Si les gens disent « Ah, j'ai pas vu comment il a fait, mais il l'a prise en main, il l'a mis dans la poche », il n'y a plus d'atmosphère magique. Donc c'est ça qui est terrible dans notre domaine, c'est que si les spectateurs ont une petite idée, ou une idée simple de ce qu'on fait, même si c'est à 20 000 km d'années-lumière de ce qu'on fait, c'est foutu. On ne peut plus créer d'atmosphère magique. Donc je crois qu'au jour d'aujourd'hui,
beaucoup de magiciens, des spectateurs vont dire « Ah, c'est un bon manipulateur ». Ils ne vont pas dire c'est un magicien, ils ne vont pas dire c'est un créateur d'illusions. C'est magique. Ouais. Voilà. Vous êtes fort, vous manipulez bien. Alors est-ce que c'est ça la direction dans laquelle on a envie d'aller? Moi, pas. Moi j'ai envie de laisser une trace dans l'esprit de mes spectateurs, une trace émotionnelle, émouvante, magique. Tant mieux. Mais on peut faire la magie sans magie finalement, enfin, on peut faire la magie. moi je dis une chose, demain je prends un gars qui n'a jamais fait de magie. Je travaille avec lui 2 ans. Il risque de gagner un grand prix mondial à la FISM. Pourquoi? Parce qu'à la FISM, on juge quelqu'un sur 10 minutes. Toute ta vie, tu peux faire un numéro de 10 minutes de manière parfaite. Tu peux être un très bon comédien, tu vas créer une sensation incroyable avec ton jeu d'acteur, avec des choses peut-être très vieilles mais un peu oubliées, et tu vas illusionner tout le monde. Tu vas gagner un prix. Et on va te demander de prendre un jeu de cartes en main, de faire une simple levée double, et tu ne seras peut-être même pas capable de la faire. Mais moi, du temps où je présentais ici l'émission Pour la gloire, donc qui était un peu le précurseur de Star Academy en France, j'avais une finaliste qui avait illusionné tout le monde, qui a gagné le concours, puis on l'a amenée en studio, elle ne savait pas chanter. Elle savait chanter une chanson. La chanson, voilà, celle qu'elle avait répétée inlassablement en karaoké et puis dans l'émission. Donc je pense que oui, tu peux donner l'illusion à un moment donné d'être bon, mais après il faut tu sais faire autre chose que simplement la routine de 10 minutes. Tu as des conseils à donner à des jeunes magiciens qui se lancent aujourd'hui, qui veulent découvrir. Je sais pas si tu as vu l'émission qui passait samedi soir, l'émission en France, là. Tu l'as pas vu cette émission? Ouais. Je suis pas très télé. Non, mais des conseils magiques, est-ce que tu as d'un jeune qui commence aujourd'hui? Oui, bien sûr. Moi je dirais que ce que je lui dirais c'est de lire. C'est de lire, et pas simplement dans le domaine de l'illusion, d'avoir une culture générale très vaste. Plus l'artiste a une culture riche, plus son art sera riche. Moi je crois que la lecture, c'est le travail de l'imaginaire. C'est comme quand tu lis un livre et puis tu vas le voir au cinéma, tu es à 99%, tu es déçu. Pourquoi? Parce que toi tu as créé tes propres personnages par rapport à ce que l'auteur a bien voulu te donner. Il n'y a pas une lecture, il y a 10 000 lectures, parce qu'il y a 10 000 personnes qui peuvent lire le même livre. Le travail de la lecture au niveau des classiques de la magie, donc de lire les livres anciens, de lire les bases de la magie, c'est ce qui me semble le plus important. Au jour d'aujourd'hui, il y a, je ne sais pas quoi, 20-30 livres qui passent par jour. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des adaptations, d'adaptations. Je donne un exemple très simple, que j'utilise dans mon one-man show, dans Démons et Merveilles, la carte à la cigarette. Comment la plupart des magiciens font maintenant aujourd'hui la carte à la cigarette? Ils empruntent une cigarette, ils l'allument, ils font choisir une carte, la carte disparaît du paquet, ils prennent la cigarette, ils l'ouvrent, et la carte est à l'intérieur de la cigarette. Où est la construction? Alors moi je le fais exactement comme on le faisait au 19e siècle. Comment on le faisait au 19e siècle? À savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas des cigarettes qui étaient préfabriquées, donc chacun créait sa propre cigarette à la main. À l'époque, on faisait comme ça. On faisait choisir une carte, d'accord? On la mettait dans une enveloppe, et on donnait l'enveloppe au spectateur. On demandait une cigarette à côté. On prenait la cigarette, on l'allumait, il y avait un problème. On ouvrait la cigarette, la carte est à l'intérieur. Mais si la carte est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? La personne ouvrait l'enveloppe, il y avait le tabac qui était à l'intérieur. Et on allait vers la personne, le magicien allait vers la personne qui avait prêté la cigarette, son tabac, il disait « Sentez, est-ce que c'est votre tabac ?» Parce que chaque tabac avait des odeurs différentes. Et il confirmait que c'était son tabac. Donc c'était sa cigarette. Construction logique. Donc voilà, le seul conseil que je pourrais donner, c'est travailler vos classiques, travailler les vieux paillots,
travailler Hernaz, qui est une bible, travailler la magie espagnole, Ascanio, Tamaris, Slidini, Vernon, des classiques. Bien sûr, maintenant, si vous avez assez de temps pour découvrir des nouveaux talents, allez-y. Mais il faut privilégier le livre à la vidéo. Tout à l'heure, tu parlais du Iliad, qui est un excellent livre. Est-ce que ton livre de chevet, c'est le livre que tu conseillerais? Si tu avais un livre comme ça à conseiller, on va dire. Pour débutants ou pour déjà pour faire les deux, on va dire, hein, pour débutants et pour les couchers de D'accord. Alors, moi, il y a un livre qui m'avait plu dans les années 80, je pense, qui était Secret à la carte. Oui, Marcel Deleuze. Ouais. Je trouvais un livre très intéressant pour débutants. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est rare d'avoir dans un livre, tu avais une routine, parfois tu en retiens deux. Là, c'était un livre où quasiment toutes les routines étaient performantes. C'était Cardigest, Daniel Rod. Très bon livre aussi. Je dirais que pour les débutants, ce que je conseillerais au jour d'aujourd'hui, c'est le livre de Roberto Giolli. Le cours de cartomagie, là. Le cours de cartomagie qui est excellent. Et pour les plus avertis, je dirais Hernaz. Hernaz parce que toute une vie n'est pas suffisante pour maîtriser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as aussi Royal Road, Car Magic, que je viens de relire de A à Z et que j'ai de nouveau découvert des choses. Ce qui est merveilleux dans les livres, c'est qu'il y a des trésors. Moi, parfois, je monte des tours. Donc je crée des groupes comme ça de travail autour de moi parfois et je dis voilà, on va tous étudier ce livre-là. On l'étudie tous. Et puis je fais un tour et ils me disent tous ah mais comment t'as fait? Je dis mais c'est dans le livre. Je pas vu. Juan Tamaris fait un change de carte. Donc il a une carte, par exemple 3 de pique. Non, l'as de trait. Il la jette. La carte fait un voyage à peu près de 2 mètres et à vue, elle se transforme en 3 traits. Et tout le monde fait t'as vu ça? Et ben il est dans Very Magic. Oui, parce que les mémoires est sélective, forcément. Et voilà, mais il est Jean-François aussi. Jean-François, mais ça se retourne souvent, on passe à côté du trésor. Donc il faut lire et relire ces classiques. Parce que forcément, dans 5 ans, on n'aura pas la même maturité qu'on a aujourd'hui, artistique, dans 10 ans non plus. Donc il y a des choses qu'on va comprendre et des choses qui nous étaient passées dessus la tête, que là on va découvrir avec le bonheur. Toi-même écrit différents livres, donc tu vas les mettre au temps promotionnel, tu as point de débat, tu as plusieurs conférences. Quels sont tes projets actuellement? Tu as des projets autour de l'écriture, de spectacle? Oui, alors j'ai on va dire 2 ou 3 gros projets. Le premier, c'est je suis en train d'écrire un roman initiatique qui sera pour un public large si un éditeur bien sûr est intéressé à le sortir, parce qu'au départ on écrit pour soi et pour le partager avec ses amis. Et là j'en suis déjà au 36e chapitre. Prochainement il y en aurait 52. C'est pavé? Ouais, c'est un pavé. Avec 2 histoires qui s'entrecoupent, avec 2 formes narratives totalement différentes qui s'entrecoupent. Donc ça c'est un gros projet sur lequel je suis en train de travailler depuis plusieurs mois, c'est pas plusieurs années. Là je vais sortir un 2e one-man-show qui s'appelle Imaginaire, mais qui sera une sorte de démons à merveille revu et amélioré, etc. Et un 3e one-man-show qui sera en état d'écriture, qui sera à la fois du conte, donc je vais travailler sur la narration, sur mon talent de conteur, on va dire, et du mentalisme. Je vais travailler sur les sons. Et la télé? Alors la télé, là maintenant, le mardi, la semaine prochaine, je suis invité dans l'émission qui s'appelle J'ai pigé, émission à la fois culturelle et ludique. Le vendredi 13 octobre, je suis en prime time avec les championnats du monde de magie. Je suis parti à C'est qui présente? C'est moi qui présente. Dans J'ai pigé, je suis invité. Oui. Dans les championnats du monde, donc la fille Masterclass, c'est moi qui présente. Je suis le fil conducteur de l'émission. Je fais les interviews avec Max Webb, Norbert Ferrer, Aaron Crow,
etc. Raphaël, et puis je suis là-bas depuis l'émission aussi. D'accord. Une émission quotidienne, comme tu avais quotidienne, enfin régulière, non? J'avais une émission quotidienne avec. Si l'émission de Magie fonctionne bien, peut-être qu'il y aura un intérêt de la télévision belge à avoir une émission, on va dire, ponctuelle sur l'illusion. Si ça se trouve, oui, je le ferai avec plaisir. Je ne suis pas à la recherche absolue de passer à la télévision ou de la popularité ou de la richesse. Je suis à la recherche de mon bonheur, de mon plaisir. Tant mieux si ça passe par une certaine richesse et une certaine popularité, mais c'est une fausse route de vouloir être à tout prix populaire. Alors, moi j'ai posé des questions. Oui, moi j'aimerais juste tout savoir la construction de ton spectacle. Ouais. Est-ce que tu peux me la résumer en quelques mots comme ça? La construction du spectacle tel qu'il était avant. Hein. Je ne vais pas parler du nouveau qui est programmé. En fait, j'ai 11 dates au Comédie Centrale à Charleroi au mois d'avril. Aussi, par le voyage. Alors, le premier personnage qui apparaît, c'est un personnage qui a les cheveux blancs. Ouais, qui a une canne, qui porte des lunettes. Et ce personnage est un vieux magicien en fait. Et en face de lui, ce sont ses spectateurs, mais dans la construction du personnage, il connaît tout le monde. Et il est très heureux de voir le petit Paul, de voir Jean-Louis. Et dans la convention théâtrale qu'il va créer, en fait, il s'avère que ses spectateurs, ses amis, il les rencontre une fois par semaine, une fois par mois pour leur raconter des histoires. Exceptionnellement, ce jour-là, au lieu de raconter une des histoires qu'il a inventées, il va raconter une partie de sa vie. Et à ce moment-là, il va amener le spectateur, non pas dans son présent à lui, mais dans son passé à lui, qui ne fait pas encore partie du présent des spectateurs. Et là, hop, changement d'atmosphère, je suis sur scène. Jeune, entre guillemets, parce que je ne suis plus trop jeune maintenant, mais bref, donc je suis là et je crée donc une alternance d'effets qui sont divertissants, qui parlent d'humour, d'amour. Et il y a par exemple un moment poético-dramatique où après avoir interprété une sorte de personnage un peu diabolique, je parle de la religion à un moment donné, je parle de la corde du feu, je parle que la religion a persécuté les magiciens, les a brûlés. Après ce personnage un peu diabolique, il y aura une carte qui effectivement qui a été retrouvée dans une cigarette, on en parlait tout à l'heure, qui est à moitié brûlée, et cette carte, le magicien va la recomposer, elle va de nouveau être tout à fait normale. Et juste au moment où il veut la mettre dans le jeu, la carte va lui parler. Donc en fait la carte est amoureuse de lui. Et là on est dans une dimension poético-dramatique, avec un texte très très beau. Enfin, j'ai écrit tous mes textes, hein, mais je pense vraiment à un des plus beaux textes que j'ai écrits. Et puis après ça, eh bien, on est de nouveau dans du divertissement, on est dans du mentalisme aussi à la fin. Donc on a le personnage du vieux, on a le personnage du magicien, on a le diable, qui est un autre personnage, et puis finalement le vieux revient. Et lorsque le vieux revient, on est dans une dimension très, très dense. Et là, il va vraiment parler de lui, il va vraiment parler de l'amitié, de la mort, de l'amour. Je me souviens le texte qu'on avait un peu travaillé. C'est ce texte-là. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est la fin du spectacle. Et donc, je termine le spectacle avec beaucoup d'émotion. À la fin de mon spectacle, parce que souvent, quand je sors du spectacle, je demande au spectateur, s'il le désire, de boire un verre avec moi. Parce que j'aime bien cette partie après spectacle où les gens me le disent. Et j'ai eu des gens qui sont venus avec des larmes aux yeux. Les âmes s'ouvrent. Ouais, les âmes, voilà, c'est ça. On a des âmes qui s'ouvrent et des âmes qui sont sensibles. Il y a certainement des gens, ça leur passe à l'oreille. Et puis, je suis pas non plus. Je suis peut-être un interprète normal, mais je ne suis pas non plus un comédien exceptionnel. Donc c'est sûr que si ce texte était dit par un comédien vraiment de talent, ce serait encore plus fort, certainement, il y aurait encore plus d'impact. La sincérité aide aussi à faire passer les émotions sur scène. La sincérité, sans être forcément un comédien en fer. Tout à fait, je pense que la sincérité est plus forte que la technique. Quand on entend un pianiste qui est incroyablement technique, on dit waouh, d'accord. Quand on voit quelqu'un qui joue normalement et qui le fait avec toutes ses tripes,
c'est terrible, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai un producteur ici à la RTBF m'a dit Carlos, ça t'intéresserait de présenter une émission, on explique des tours. Je dis non. Donc il avait dans l'idée d'acheter certainement un concept du magicien masqué ou un concept de cette émission que j'ai pas vu. J'ai dit non. Alors je suis. De toute façon ça existait depuis le concept. Donc je dirais il y a toujours eu quelqu'un qui a dévoilé des tours d'autres. Au XVIIe siècle ça existait, au XVIIIe, au XIXe, au XXe, au XXIe, etc. Donc, il y a deux manières de faire les choses. Soit on dit, voilà, le magicien masqué, parce qu'on parlait de lui, on dit, voilà, l'art de la magie est un art avec un grand A, un art majeur. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas considéré comme ça. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on va dans une librairie, on veut trouver un livre de magie, on va dans jeu. On va pas dans art. J'espère un jour que nous arriverons, nous, créateurs d'illusions, à se dire, ok, regardez ce qu'on fait, c'est de l'art, et qu'on trouvera nos livres dans la portion, ou en tout cas dans l'identité art. Lorsqu'on peut expliquer des tours, pourquoi pas, mais si on explique les tours en les valorisant, en disant, vous savez, lorsqu'on voit un magicien, en fait, ça réunit toutes les qualités humaines qu'on peut imaginer, la créativité, la dextérité, l'originalité, l'habitude de parler au public, l'habitude de gérer ses peurs, son trac, la psychologie, et qu'on montre tout ça à la télévision en disant, regardez, le tour c'est pas simplement ça, c'est ça, ça, ça et ça. Imaginez ce il faut travailler l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Donc avec le côté émotionnel et le côté rationnel. Il faut créer des neurones, des connexions entre différents neurones pour arriver à faire ça, par exemple. Tu vois, changer. Et si on montre ça de manière valorisante, pourquoi pas. Mais si on banalise l'illusion en disant, regardez, le magicien il fait rien, c'est la danseuse qui est dans la boîte qui fait tout, alors je suis contre, bien sûr. Ok, alors, on ne connaît pas vraiment l'origine des jeux de cartes. La première preuve écrite date de 1123. Je pense que c'est en Asie que ça s'est passé, on ne sait pas trop si c'est en Inde ou en Chine. Alors la légende dit que c'est un groupe qui s'appelait les Hermétiques, qui la première fois ont dévoilé tous leurs secrets dans un jeu de cartes parce qu'ils savaient menacer le noir. Lorsqu'on analyse un jeu de cartes, il y a deux couleurs, le rouge et le noir. On peut imaginer le rouge, le soleil, le jour, le noir, la nuit, la lune. Il y a 4 familles différentes, 4 saisons dans une année, 12 figures, 12 mois dans une année, 13 valeurs de l'as au roi, 13 cycles lunaires dans une année, 52 cartes, 52 semaines dans une année. Et si on additionne tous les points en sachant qu'un valet c'est 11, une dame c'est 12, un roi c'est 13, il y a 364 points plus le joker, 365. C'est étonnant, non? On va prendre... Alors chaque fois que c'est étonnant, il y a toujours un chien qui hurle. C'est toujours comme ça, c'est la magie de l'esprit. On va imaginer donc 4 éléments de lune et 4 éléments de soleil. On va alterner un peu de lune avec un peu de soleil, un peu de lune avec un peu de soleil, de la lune avec du soleil, de la lune et du soleil. On a ce qu'on appelle ce clair-obscur. Et au bout d'un moment, la lune et le soleil, irrémédiablement, tranquillement, naturellement se séparent. Je crois qu'il est intéressant de recommencer la même expérience, toujours avec ces 4 éléments de lune et ces 4 éléments de soleil. Qu'est-ce que j'ai au-dessus pour l'instant? On voit. C'est ce que les gens pensent. Non, non, j'ai le rouge, le soleil. Et ici, forcément, j'ai la lune. Il suffit que la lune et le soleil se touchent pendant une seconde. Lorsqu'on les sépare irrémédiablement, elles s'alternent tranquillement. Et là, c'est vrai que c'est plus qu'une illusion, c'est ce qu'on appelle une réalité. On voit que les cartes sont bel et bien alternées, bel et bien alternées. Au-dessus, on a lune, soleil, une seconde. La lune et le soleil se séparent une fois encore, irrémédiablement.